Félicitations, tu es trillionnaire. Le personnage le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Ta fortune dépasse celle de 4 Bezos réunis. Si tu dépensais 1 million par jour, il te faudrait près de 3 millénaires pour tout écouler. Le monde est littéralement à tes pieds. Mais voilà le problème, tout le monde le sait. Tu es désormais la personne la plus connue sur Terre. Ton visage s'affiche sur tous les écrans, dans tous les pays. En ce moment même, des gens stationnent devant ton immeuble. Des dizaines, peut-être des centaines. Certains ont des appareils photo, d'autres brandissent des pancartes. D'autres encore se contentent de regarder vers ta fenêtre, immobile. Ça te rend paranoïaque. Mais tu es trillionnaire, alors la solution est simple. Tu engages un garde du corps. Non, pas assez. 2, loin du compte. Tu montes une équipe complète, 12 opérateurs minimum, armés, formés, par rotation toutes les 24 heures. Le genre de protection qu'on réserve habituellement aux chefs d'État. Quelques coups de fil suffisent. En 48 heures, c'est réglé. Bien, tu es en sécurité. Mais ta vieille Honda ne colle plus avec ton nouveau statut. Alors tu achètes Bugatti. Pas une Bugatti, la marque entière, 2 milliards de dollars, soit 0,2% de ta fortune nette. L'équivalent d'un salarié gagnant 100 000 € par an qui s'offre une veste. Ton comptable l'enregistre comme une erreur d'arrondi. Il te faut aussi un endroit où vivre. Ton appartement actuel est encerclé par les paparazzis. Le monde entier sait où tu dors. Alors tu achètes un domaine, 14 hectares entourés de murs et de grilles en fer forgé. Un poste de garde à l'entrée surveillé en permanence. La propriété possède sa propre route privée. On ne voit même pas la maison principale depuis le portail. 200 millions, sans réfléchir. Mais un domaine de cette taille ne fonctionne pas tout seul. Il te faut du personnel. Des gouvernantes, des jardiniers, 2 chefs privés en alternance, un gestionnaire de propriété, un majordome, des chauffeurs, une équipe d'entretien complète, des techniciens informatiques dédiés au système de sécurité, une assistante personnelle qui a elle-même sa propre assistante. En l'espace d'un mois, 63 personnes travaillent chez toi. Tu es maintenant à l'aise, en sécurité. Tout tourne comme une mécanique bien huilée. Alors tu commences vraiment à dépenser. Parce que tu as 1 trillion en poche et que tu t'ennuies légèrement. Tu acquiers un Boeing 747 que tu fais entièrement démanteler et reconstruire en résidence volante privée. 400 millions. Tu achètes une île dans le Pacifique Sud. Tu commandes la construction du plus grand yacht privé jamais réalisé. Pont pour hélicoptère, baie pour sous-marin, salle de cinéma, centre médical complet. 600 millions. Et personne ne t'a prévenu de ça. 1 trillion de dollars génère de l'argent plus vite que tu ne peux en dépenser. Même placé dans les investissements les plus basiques qui soient, ta fortune grossit de dizaines de millions chaque jour. Tu te réveilles chaque matin plus riche que la veille, sans avoir levé le petit doigt. L'argent est réglé. La sécurité est réglée. Les voitures, les propriétés, le personnel. Tout est réglé. Mais tu veux un café. Juste un café. Dans l'endroit où tu vas depuis des années, ton équipe de sécurité réclame 45 minutes de préavis. Quand tu arrives enfin, après avoir traversé la nuée de paparazzi, tu pousses la porte et toutes les conversations s'arrêtent. Le barista a les mains qui tremblent. Dans un coin, quelqu'un te filme discrètement derrière l'écran de son ordinateur. Tu prends ton café. Il a exactement le même goût qu'avant. Mais tout le reste a changé. Alors tu arrêtes d'y aller. Tu ne veux pas être un fardeau. Pourtant, il y a du bien que tu peux faire avec cet argent. Du vrai bien. Tu signes un chèque de 500 millions pour l'aide humanitaire. Les médias en parlent pendant environ une demi-journée, parce que relativement à ce que tu possèdes, 500 millions représentent à peine ce que tu gagnes en une semaine tranquille. Les gens sont reconnaissants pendant 24 heures, puis ils en veulent davantage. Ils en veulent toujours davantage. Mais ce ne sont pas les inconnus qui t'affectent vraiment, ce sont les gens que tu connais déjà. Ton téléphone sonne en permanence, mais aucun des appels ne vient de tes amis. Ce sont des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des chefs d'État, des directeurs d'associations. Tout le monde veut un rendez-vous. Tout le monde veut ton nom sur leur projet, ta signature sur leur chèque. Les anciens amis commencent à disparaître. Certains arrêtent simplement de t'appeler. Ceux qui appellent encore ont une voix différente, prudente, mesurée, comme s'ils soupesaient chaque mot avant de le prononcer. Tu invites ton colocataire de fac au domaine pour un week-end. Il accepte avant que tu aies fini ta phrase. Une fois là, il complimente tout. La maison, le jardin, le vin, la chambre d'amis. Il approuve tout ce que tu dis pendant 2 jours entiers. Il rit à des blagues qui ne sont pas drôles et il ne contredit pas une seule de tes opinions. Avant, il t'argumentait sur tout. Les films, la politique ou aller manger. C'était toute l'amitié. Mais cette amitié sera bientôt le moindre de tes soucis. Les procès commencent. Pas 1, pas 2, 17 en l'espace de 6 mois. Un ancien associé prétend que tu l'as lésé sur un accord vieux de 9 ans. Une femme en Arizona affirme que tu lui as verbalement promis 10 millions lors d'une soirée de collecte de fonds en 2019. Tu n'as jamais mis les pieds en Arizona. La plupart sont du vent.
Tes avocats te le confirment, le mot infondé revient si souvent qu'il perd tout sens. Mais chacun coûte 6 chiffres à défendre, chacun place ton nom dans un titre de presse, chacun exige une déposition, un dépôt de plainte, un communiqué ou une forme quelconque de règlement. Tes avocats te disent de t'y habituer. Quand on possède 1 trillion, les gens essaieront de te le prendre par tous les moyens disponibles. Le système judiciaire est un péage et tu es la caisse la plus profonde de la planète. Tu règles 3 affaires à l'amiable, pas parce qu'elles ont du mérite, mais parce que les combattre publiquement coûte plus cher qu'écrire le chèque. 1 million ici, 2 là-bas, de simples arrondis. Mais chaque règlement est rapporté et chaque article en attire 5 autres. Ton budget juridique annuel dépasse les 40 millions. Un étage entier d'un cabinet d'avocats travaille exclusivement sur tes dossiers. Tu n'as rencontré la plupart d'entre eux qu'en visioconférence. Ils t'envoient des résumés hebdomadaires, des pages et des pages de gens prêts à mentir devant un tribunal pour s'emparer de ton argent. La vie quotidienne continue, ou quelque chose qui y ressemble. Et puis ça arrive, tu la rencontres. Elle est vive, drôle d'une façon qui te prend par surprise. Elle ne mentionne pas l'argent une seule fois. Tu la revois, encore et encore. 3 semaines plus tard, quelque chose de réel semble se dessiner. Puis tu remarques des détails. Elle mentionne ton île lors d'une conversation que tu n'as jamais eue avec elle. Elle connaît le prénom de ton pilote. Elle sait quelle voiture tu préfères en ville. Des petites choses. Des choses qui signifient qu'elle t'a cherché avant même que vous vous rencontriez. Ce qu'elle a bien évidemment fait. Tout le monde le fait. Mais maintenant, une question s'installe derrière chaque moment passé avec elle. Est-ce qu'elle t'aime, toi ? Ou est-ce qu'elle aime ça? Le domaine, le jet, l'accès à une vie qu'elle n'aurait jamais pu toucher autrement. Et une fois cette question plantée dans ta tête, elle n'en repart plus. Tu l'observes différemment. Alors tu cesses d'appeler. Elle t'envoie 2 messages. Puis elle s'arrête aussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 semaines plus tard, un tabloïd publie un article. La romance secrète du trillionnaire. Des photos de toi au restaurant. Des photos d'elle quittant ton domaine. Une citation attribuée à une source proche du couple. Ce n'est pas toi qui as vendu, ce n'est pas elle, c'est quelqu'un au restaurant, un serveur, un voiturier, quelqu'un qui vous a vu ensemble et a décroché son téléphone. Maintenant, son nom est partout, son visage, son travail, son immeuble. Des inconnus lui envoient des messages, certains sont menaçants. Elle avait une vie avant toi, privée, normale, anonyme, et tu l'as effacée rien qu'en t'asseyant en face d'elle au dîner. Ton équipe de relations publiques rédige un communiqué. Tes avocats envoient une mise en demeure au tabloïd. Rien de tout cela ne remet son nom dans la boîte. Tu lui envoies un message d'excuse. Elle le lit. Elle ne répond pas. Les fuites continuent. La suivante est encore pire. Quelqu'un de ton passé vend une histoire à un magazine. Des conversations privées, de vieilles photos de fac, des messages d'une époque où tu avais 24 ans et où tu ne pesais pas tes mots. Une blague lancée lors d'une soirée en 2011, sortie de son contexte et transformée en titre, te fait paraître comme quelqu'un d'entièrement différent. En 48 heures, c'est partout. Des gens qui ne t'ont jamais rencontré ont maintenant une opinion arrêtée sur qui tu es, fondée sur quelque chose que tu as dit dans une résidence universitaire il y a 15 ans. Ton équipe de gestion de crise se met en branle. Elle te répète la même chose qu'à chaque fois. Ne réponds pas. Répondre aggrave toujours la situation. Alors tu restes assis dans ton bureau, derrière tes 7 écrans, à regarder quelqu'un vendre ta vie passée pour ce que ton équipe estime être environ 250 000 €. C'est ça le prix de ton passé pour quelqu'un qui était autrefois ton ami. Tu ne peux pas l'appeler, tu ne peux pas le confronter, tu ne peux même pas confirmer que tu sais qui c'était parce que ça aussi deviendrait une histoire. Tu restes là, immobile. Ta mère appelle un dimanche matin. Elle a la même voix qu'avant. Elle te demande si tu manges correctement. Elle te parle d'un oiseau qui s'infiltre constamment dans son jardin. Pendant 10 minutes, tes épaules se relâchent et tes mâchoires se desserrent. Et tu oublies presque ce qu'est devenu ta vie. Puis, elle mentionne ton frère. Il ne lui a pas demandé d'appeler, il ne le ferait jamais. Mais il a du retard sur son prêt immobilier, sa voiture doit être réparée, et toi tu possèdes plus que certains états. Et c'est la famille. Tu ignorais qu'il était en difficulté, tu lui vires quelques millions cet après-midi-là. Il n'appelle pas pour remercier. 3 mois plus tard, lors d'un dîner de famille que tu as organisé, en faisant venir tout le monde sur ton 747, il s'assoit à l'autre bout de la table. Il parle à tes cousins, à ta tante, à n'importe qui, sauf à toi. Quand tu cherches son regard, il fixe son assiette. Il repart avant le dessert, sans dire au revoir. Une semaine après le dîner, ta mère rappelle, différente cette fois, voix basse. Elle te dit que ton frère a dit quelque chose à un cousin, que tu as détruit la famille, que tout a changé avec l'argent. Ta mère ne te dit pas ça pour prendre parti. Elle te le dit parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle a une escorte de sécurité qu'elle n'a pas demandé. Un fils qui ne parle plus à son frère. Et une famille qui tenait autrefois autour d'une table de cuisine et qui a maintenant besoin d'un traiteur et d'un jet privé pour se retrouver dans la même pièce. Tu lui dis que tu lui parleras. Tu ne le fais pas.
Que lui dirais-tu? Tu ne peux pas annuler le virement, tu ne peux pas effacer le jet, tu ne peux pas entrer dans sa maison sans 2 hommes armés qui attendent dans son allée. Le fossé entre vos 2 vies n'est pas quelque chose qu'une conversation peut combler, alors tu arrêtes d'essayer. Mais le domaine continue de tourner, les 63 employés maintiennent la machine en mouvement. Tu commences à trouver un certain réconfort dans la routine du personnel. Puis, ton responsable de la sécurité convoque une autre réunion. Quelqu'un parmi ton personnel domestique transmettait régulièrement des informations à un tabloïd. Rien de dangereux, mais constant et rémunéré. Ton équipe a remonté la fuite grâce aux métadonnées d'une photo parue dans une rubrique de potin. L'angle correspondait à une fenêtre précise dans l'aile est. Seuls 3 membres du personnel ont accès à ce couloir. En 2 jours, le coupable était identifié. C'est Linda, la gouvernante. Elle est escortée hors de la propriété un mercredi matin. Ton équipe s'occupe de tout. Tu observes depuis la fenêtre du second étage. Elle porte un carton. Elle ne lève pas les yeux. Un homme en costume l'accompagne jusqu'au portail. Un autre l'ouvre. Elle monte dans une voiture qui a été commandée pour elle. Le portail se referme. Tu restes à la fenêtre un moment après son départ. Le couloir de l'aile est est silencieux. Ton équipe a engagé son remplaçant avant le vendredi. Mais il y a toujours quelque chose ensuite. Un mardi après-midi, tu prends le yacht. L'océan est d'un bleu qui paraît irréel. Le coucher de soleil baigne tout en or. Le dîner est une sole meunière préparée par un chef qui a passé une décennie dans des cuisines étoilées au Michelin. La table est dressée pour une seule personne. Tu rentres au domaine et tu te couches tôt. La suite principale est bien plus grande que ton ancien appartement. Tu t'allonges, le plafond est très blanc. Vers 3 heures du matin, tu es éveillé. Tu te lèves, le domaine est d'un silence absolu. La salle de cinéma est vide, 60 sièges, l'écran est éteint. La bibliothèque est vide, tu parcours le couloir principal. Le seul son est un léger bourdonnement mécanique. La caméra de surveillance au bout du couloir pivote, suit ton mouvement. Tu t'arrêtes, elle s'arrête. Tu fais un pas, elle te suit. Tu sors, l'herbe est humide, elle est froide sous tes pieds. Tu marches jusqu'au milieu de la pelouse. Le ciel est le même que celui que tu regardais quand tu étais fauché. Les mêmes étoiles, la même profondeur, le même silence. Tu t'allongeais sur la terrasse de ton vieil immeuble et tu les fixais pendant des heures. Le loyer était en retard et tu t'en foutais. Les étoiles n'ont pas bougé. Tout ce qui est en dessous a changé. Tu restes sur la pelouse jusqu'à ce que le froid s'insinue dans tes os. Puis tu rentres. Tu retournes au lit. Après 1 semaine en Italie, tu reviens. Ton assistante t'accueille sur le tarmac. Elle te demande comment s'est passé le voyage. Très bien, lui dis-tu. Retour au domaine. Par le portail, devant le poste de garde, devant la piscine que tu as utilisée 3 fois, devant le court de tennis que tu n'as jamais touché, devant la cave à vin avec des bouteilles qui coûtent plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, dans ton bureau où 7 écrans affichent ton portefeuille, tes entreprises, ton agenda et un fil d'actualité qui mentionne ton nom 2 fois dans les 30 premières secondes. Tu t'assieds. Dehors, la sécurité effectue sa relève. De nouveaux visages remplacent les anciens. Le jardinier traverse la pelouse sur sa tondeuse. Plus de 60 personnes travaillent ici. Tu es le seul à y vivre.